Chers amis, chers camarades, aujourd'hui on se retrouve pour parler de réécriture de livres. On en parle à l'occasion d'un débat emblématique qui a eu lieu à la radio suisse il y a 2 semaines, mais que ce soit à la radio suisse ou ailleurs, finalement c'est assez peu important. Ce que je vais vous montrer, c'est comment les arguments qui sont déployés par les personnes qui défendent le fait qu'on puisse réécrire les livres, sont les mêmes, sont valables dans toute la francophonie. Et donc on va apprendre à déjouer ça, on va aussi apprendre à voir comment les personnes qui prétendent parler au nom des opprimés sont en réalité les oppresseurs, les gens qui s'opposent aux libertés les plus élémentaires, et non seulement depuis cette ère qu'on appelle le wokisme, mais depuis toujours. Mais avant cela, moi je vais vous inviter comme d'habitude à prendre un abonnement pour mon journal. Mon journal Le Peuple est à 4 euros par mois pour la consultation en ligne, 89 euros à l'année pour le recevoir chez vous. On fait un magazine à la fin de chaque mois, et avec votre abonnement, vous soutenez l'émergence d'un média qui ose affirmer son populisme, c'est-à-dire l'idée que la majorité a plus de droits que les experts, comme on va le voir dans cette émission qui nous explique ce que l'on a le droit de lire ou non. Donc dans ce débat, on avait Pascal Vandenberg, qui est le directeur des librairies Payot, qui sont des librairies importantes. On avait une dame qui s'appelle Nathalie Piéguet, qui est professeure d'université. Et surtout, on avait Colline de Sénarclan, qui est chroniqueuse sur le service public, chroniqueuse dans toute une série de médias, et spécialiste, nous dit-on, des questions de genre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ces arguments. Alors sans surprise, cette personne, qui a un nom en particulier, vous l'aurez déjà constaté, nous prétend parler au nom des opprimés pour nous dire à quel point il est nécessaire aujourd'hui de réécrire les livres. Savoir si gros n'a plus sa place dans un livre, c'est un certain débat. J'ai mon avis sur la question, et effectivement, je pense qu'on peut aujourd'hui remettre le terme gros comme un terme offensant en question, même si aujourd'hui il y a même des livres qui existent pour dire que gros n'est pas un gros mot, mais dans un contexte offensant, c'est un problème. Alors moi je trouve ça tout à fait intéressant, parce qu'on voit de plus en plus d'émissions où on nous explique qu'on est belle, on est grosse et belle, grosse et fière. Fat mermaiding is just the ultimate fantasy. We are a size inclusive pod and we swim together. Our clothes run from sizes extra small through 6XL. We're designed to celebrate and center fat folks. Le premier argument sur lequel il faut s'arrêter ici, c'est quand même de constater que cette personne estime que la littérature n'a pas le droit de dire le réel si le réel risque d'offenser les gens. Or, moi je crois que la littérature a parfois pour mission d'offenser les gens simplement quand elle décrit les choses. Moi je peux avoir une perception de mes sens complètement fantasmagorique, si vous voulez. Je peux considérer que je fais 2 mètres et puis que j'aurais dû faire une carrière dans le basket américain, mais il se trouve que je fais 1m72 et que c'est pas possible. Et à mon sens, c'est donner une vie plus pérenne aux œuvres que de permettre une certaine flexibilité, de les faire vivre et de les adapter en fonction de la période à laquelle on est. Voilà, ça c'est tout à fait intéressant, c'est que cette personne, comme d'ailleurs la prof d'Uni dans ce débat, se place dans la posture finalement qui consisterait à dire oui, je veux transformer les œuvres, mais c'est pour qu'on ne doive pas les annuler. Le fait de réécrire, d'adapter, ça évite d'annuler certains textes. Donc elle se place comme une sauveuse de la littérature. Mais finalement, qui sont les gens qui veulent annuler ces livres? Est-ce que ce ne sont pas les personnes qu'elle prétend aussi défendre, les personnes qui pourraient être choquées, heurtées, etc. par des termes qui ont été écrits peut-être il y a 150 ans et qu'ils ne remettraient pas en question? J'aimerais vraiment pas que l'œuvre de Roald Dahl disparaisse parce qu'elle est plus up-to-date ou parce qu'elle est obsolète. Mais qui décide qu'une œuvre est obsolète ou plus up-to-date, si ce n'est elle et les gens et le pouvoir, en réalité, le pouvoir médiatique qu'elle incarne. Et je pense que de parler de fanatisme moral, alors que jusque-là, le pouvoir ne se gênait absolument pas pour exiger de la part de ces mêmes populations qui étaient silenciées qu'elles se plient à leur propre fanatisme moral. Elle se pose comme une personne qui se rebelle contre le pouvoir qui était en place jusqu'à présent. Alors, on va analyser quand même son parcours à cette dame, et pour ça, il suffit de faire un petit Wikipédia. Donc, elle est animatrice de radio en Suisse. Donc déjà, à ce titre-là, elle dispose quand même d'un pouvoir symbolique assez important, puisqu'elle est payée avec mes impôts pour me parler. Donc elle n'est déjà pas dans le contre-pouvoir, c'est une rebellocrate, c'est-à-dire une personne qui vit avec l'argent des gens pour leur dire ce qu'ils doivent penser. Ensuite, si on regarde son parcours à elle-même, on voit qu'elle a dirigé une entreprise vinicole qui s'appelle Château Carton, devenue plus tard Bibarium. Bon, elle a 38 ans, elle a déjà dirigé une boîte. En matière d'opprimés,
il y a pire. Ensuite, si on regarde dans ses origines familiales, c'est la fille d'un chanteur, en gros de l'élite bobo suisse, qui s'appelle Sarklo, Sarkloret, ou Jean de Sénarclan, son vrai nom. Alors, si on regarde la famille de Sénarclan, dont elle porte le patronyme, eh bien, on voit là-dedans qu'il y a des gens qui ont fait conseiller d'État, on voit qu'il y a eu des chimistes et chefs d'entreprise, on a des docteurs en médecine gynécologique, des pasteurs et professeurs à la faculté de théologie. Donc, ce qu'on voit, c'est que le pouvoir, c'est elle. Elle vient d'une famille qui a été à tous les niveaux du pouvoir, religieux, politique, médical, entrepreneurial. Un champ de la population qui jusque-là n'avait aucun droit au débat, qui n'avait aucun droit sur la manière dont on parlait d'eux et d'elles, aujourd'hui ont la possibilité en fait de enfin s'exprimer et de pouvoir dire que soit ils sont offensés, soit ils sont blessés, soit ces termes revêtent d'une histoire qui fait qu'ils n'ont pas leur place dans un livre pour enfants. Et donc en fait, ce qu'elle fait quand elle parle de ces gens qu'elle prétend représenter, c'est qu'elle en fait toujours d'éternelles victimes qui ont besoin de gens qui vont porter leur combat au niveau le plus haut, et évidemment on voit bien qui devrait le faire, c'est-à-dire elle. Mais en réalité, il ne s'agit pas du tout d'aider les gens minorisés, silencieux comme elle dit, à accéder à un plus haut degré de représentation. Il s'agit toujours d'avoir des grandes élites, des élites bourgeoises dont elle est l'incarnation, qui vont parler pour elle. Tous les lecteurs sont assez grands, il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles qui ne sont pas capables de faire la part des choses. Voilà, alors finalement, il y a cette question aujourd'hui, est-ce qu'on doit demander à l'État de protéger notre liberté? Eh bien, moi je pense pas, je pense que nous devons défendre notre liberté simplement en apprenant à contrer le discours de ces gens qui prétendent vouloir nous libérer, vouloir nous donner une pérennité, permettre la pérennité d'œuvres que fondamentalement elles détestent, parce que si ces personnes aimaient ces œuvres, elles ne voudraient pas qu'elles changent. Moi je peux apprécier un film des années 40 avec une représentation des rapports entre les sexes qui sont extrêmement stéréotypé, mais j'aime le film en ce qu'il reflète une époque, en ce qu'il reflète des contradictions, en ce qu'il est tragique, en ce qu'il n'est pas parfaitement moral. L'idée que le beau égale le moral, c'est une erreur. Un exemple tout à fait caractéristique de ce que j'essaye de vous dire ici, c'est Jack London avec L'appel sauvage, l'appel du sauvage, pourrait-on dire aussi. Eh bien, ce livre, peut-être ce titre ne vous dit rien parce que vous le connaissez comme L'appel de la forêt. Pourquoi l'appel de la forêt? Parce qu'une comtesse, la comtesse de Galard, qui est une ancêtre de Madame de Sénarclan, l'a traduit en 1906 et a épuré ce bouquin. On a fait un bouquin pour enfants, alors que ce n'est pas le cas. Elle a fait un bouquin où toute cette contradiction de London, qui était à la fois socialiste et travaillé par un nietzschéisme très fort, un individualisme extrêmement fort, London qui était aussi un peu raciste d'ailleurs, eh bien ces contradictions ont donné naissance à une œuvre extrêmement riche. Et l'appel sauvage a été perçu comme un livre pour enfants pendant un siècle. Et des quantités d'adultes ne l'ont pas lu en se disant non mais c'est trop niais, c'est pas pour nous, etc. Alors que c'est un livre d'une profondeur remarquable. Alors ce que je veux vous montrer, c'est que quand on prétend adapter une œuvre, clarifier une œuvre pour qu'elle puisse avoir une vie plus longue, eh bien on va la trahir et on va empêcher la littérature de se déployer conformément à la volonté de l'auteur. Si vous aussi vous vous inquiétez de cette réécriture de l'histoire, de ce goût de la censure qui se développe à nouveau, si pour vous ce combat doit dépasser les catégories gauche-droite, parce qu'au final le Peuple est un journal qui défend un populisme, qui défend l'idée que les gens sont assez intelligents, ils n'ont pas besoin d'élite pour leur dire ce qu'ils ont le droit de lire ou pas, eh bien je vous invite à nous rejoindre avec un abonnement, à partager cette vidéo et puis à retourner toujours contre les personnes qui prétendent parler contre les opprimés, contre les oppresseurs, alors retourner leur statut qui est souvent un statut de privilégié.